l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Changement organisationnel et reconfiguration spatiale, l'évolution des stratégies d'investissement internationaux de la China National Petroleum Corporation. Donc, il s'agit d'une présentation de certains résultats préliminaires de mon mémoire de maîtrise qui portent sur l'analyse des conséquences des investissements internationaux des compagnies pétrolières chinoises sur la sécurité énergétique de la Chine. Dans le cadre de mon mémoire, j'analyse 3 compagnies qui sont CNPC, Sinopec et Sinopec, mais comme mon temps est limité aujourd'hui, je vais me limiter seulement à CNPC. Oui. Voilà. Encore contre toi. Bon, bref, ma présentation va s'expliquer comme suit. En guise d'introduction, je vais présenter la compagnie, les objectifs de ma recherche et le cadre conceptuel qui l'englobe. Je vais ensuite donner les grandes lignes des changements organisationnels dans l'industrie pétrolière chinoise, puis je vais aborder l'évolution des performances de la compagnie et de ses investissements internationaux pour finalement étudier les impacts de l'expansion internationale sur la Chine. Donc, c'est quoi CNPC? Donc pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser? Donc, CNPC a été créée en 1988. Elle est surtout connue à l'international au travers de son subsidiaire qui est coté en bourse, qui se nomme PetroChina. Dans le plan des grands palmarès, elle est considérée comme l'une des 5 plus grandes entreprises au monde. C'est le 5e plus grand employeur dans le monde, dépassé seulement par Walmart et l'armée américaine, l'armée chinoise et le NHS au Royaume-Uni. Donc, ça emploie beaucoup de gens. C'est aussi la 5e plus grande productrice de pétrole au monde, avec 4,88 millions de barils équivalent pétrole par jour, en pétrole brut et en gaz naturel. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de 2 fois la consommation de pétrole et de gaz naturel du Canada. Par contre, c'est encore très loin des besoins pour la Chine, qui sont d'environ 10 millions de barils de pétrole par jour et de 2 millions de barils équivalent de pétrole de gaz naturel par jour. La compagnie a aussi enregistré des revenus de 432 milliards, dont 68 ont été payés en taxes et 24 ont été des profits. Les taxes ont été payées un peu partout dans le monde, mais les taxes qu'elle a payées en Chine suffisent à contrebalancer toutes les autres entreprises d'État déficitaires du pays. Donc, elle a une importance économique fondamentale pour le pays. Et c'est donc la raison pour laquelle on l'investit. Pour ce qui est du Canada, l'entreprise est présente au Canada dans plusieurs domaines. Elle produit du pétrole et du gaz naturel. Elle est en train de construire un pipeline en Alberta et un terminal de gaz naturel à Kitimat en Colombie-Britannique. Donc, ces investissements-là, en fait, ces acquisitions CNPC et des autres entreprises pétrolières chinoises viennent avec leur lot d'appréhension et leur lot de crainte pour la population. La raison est simple, on connaît assez mal les raisons pour lesquelles, et on les comprend mal, les raisons pourquoi est-ce qu'ils investissent à l'international. Donc, le but de ma recherche va être de comprendre pour quelles raisons les compagnies pétrolières nationales chinoises, ou les CPN, investissent-elles à l'étranger et quels impacts ces investissements ont-ils sur la Chine. Donc, c'est un questionnement quand même assez simple, mais c'est en moins source d'un vif débat. D'un côté, il y a certaines personnes qui considèrent que ces entreprises sont des extensions du gouvernement chinois et des intérêts du gouvernement chinois, donc que leur principal objectif de leur expansion internationale, c'est de sécuriser des ressources à l'étranger pour la Chine. Par contre, il y a en fait d'autres écoles de pensée qui suggèrent plutôt qu'elles sont largement autonomes et qu'elles se distancent de plus en plus du gouvernement. Dans ce cas-là, on considère que leur expansion internationale est surtout motivée par une volonté de croissance économique. La réalité est un peu entre les deux et on va voir pourquoi. Donc, afin de déterminer comment ces forces et les acteurs affectent les entreprises pétrolières chinoises, ma recherche va viser à remplir 4 objectifs. Donc, premièrement, je vais chercher à comprendre l'évolution de la structure de gouvernance des entreprises pétrolières chinoises. Donc, c'est une partie qui a été réalisée grâce à une revue de littérature. Deuxièmement, je vais analyser l'évolution des performances de CNPC, ce que j'ai réalisé au travers d'une analyse des rapports annuels de la compagnie. Troisièmement, je vais répertorier et localiser les investissements qu'elle a effectués à l'étranger. Il s'agit du point central de mon travail parce que jusqu'à date, il n'y avait aucune base de données récente, complète et à jour sur les investissements de la compagnie. Puis finalement, la 4e étape, ça a été de déterminer la destination des ressources qu'elle produit à l'étranger. Donc, pour cette dernière section, j'ai comparé les niveaux de production de CNPC aux importations de la Chine à partir des pays où la compagnie était présente. Donc, de cette manière-là, j'ai réussi à déterminer la quantité minimale de la production pétrolière de CNPC qui s'en allait sur les marchés internationaux. Donc, je vais l'expliquer plus en détail un peu plus loin. Donc, rapidement, les étapes de la réforme de l'industrie pétrolière chinoise. Donc, avant 1982, les compagnies
en fait, l'industrie pétrolière chinoise était complètement contrôlée par le gouvernement chinois, surtout par deux ministères, le ministère de l'industrie pétrolière et le ministère de l'industrie chimique. En 1982, il y a eu une réforme qui a été effectuée. On a introduit des éléments en fait, d'une économie de marché de manière à rendre plus compétitif l'industrie. Donc, on a créé 3 compagnies. CNOOC, qui est spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole en mer. CNPC, qui est spécialisé dans l'exploitation et production de pétrole sur terre et sur le transport de pétrole brut. Et Sinopec, qui est spécialisé dans le raffinage de pétrole et la distribution de produits pétroliers. Par contre, en fait, le problème avec cette séparation-là, c'est que chacun était spécialiste dans son petit côté, ça ne faisait pas concurrence les unes avec les autres, donc ça ne faisait pas une grosse différence avec les ministères de l'industrie. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer une intégration verticale. Donc, il y a eu un échange d'actifs qui s'est produit entre CNPC et Sinopec. CNPC a obtenu certaines des raffineries de CNPC et en échange, lui a donné certains de ses gisements de pétrole de manière à ce que les deux soient présents sur toute la chaîne de production du pétrole. Puis finalement, la 4e étape, en fait, ça a été d'inscrire en bourse chacune des 3 compagnies de manière à ce qu'elles puissent s'internationaliser plus facilement. Donc, malgré tous ces changements, le contrôle gouvernemental sur les entreprises demeure théoriquement très grand. Donc, je ne vais pas expliquer tout en détail la structure de gouvernance. Ce qui est important de souligner ici, en fait, c'est qu'il n'y a pas de ministère de l'énergie en Chine qui va chapeauter toute l'industrie. C'est plein de petits bureaux qui chacun contrôle un élément très, très spécifique de l'industrie. Ce qui est vraiment important de regarder, c'est de ce côté-ci, l'élément du Parti communiste. Donc, le Parti communiste nomme les PDG des entreprises pétrolières. Et pour les nommer, choisit souvent des hauts dirigeants. En fait, pas souvent, pour l'instant, c'est des hauts dirigeants. Quand on entend hauts dirigeants, on parle d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres de province. Donc, les gens qui sont à la tête des compagnies pétrolières ont souvent un pouvoir énorme sur l'industrie et sur la Chine. En contrepartie, chacun des petits organismes sont souvent sous-financés et n'ont pas le personnel requis pour vraiment exercer une quelconque influence sur les compagnies. Donc, en réalité, toute la structure ici ne sert pas à grand-chose et c'est vraiment les entreprises pétrolières qui s'entendent avec le Conseil d'État directement en haut, donc vraiment les hauts dirigeants de la Chine. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une structure qui est très, très, très complexe, mais qui, au final, mène pas à énormément de choses. Bon. Passer maintenant à une analyse plus approfondie de CNPC. Donc, oui. Comme on peut le voir ici, la production pétrolière de CNPC a cru constamment depuis l'an 2000. Par contre, la production nationale, c'est-à-dire la production directement en Chine, a plafonné à environ 2 millions de barils par jour à partir un peu avant l'année 2000. Depuis cette période-là, la quasi-totalité de sa croissance est venue de l'international. La production de gaz naturel, quant à elle, continue encore aujourd'hui de croître constamment, tant dans le pays qu'à l'international. C'est parce que le développement de cette industrie en Chine est venu très tardivement à cause d'un manque d'infrastructures et des coûts de production trop élevés comparativement au charbon. De plus, le gouvernement gardait le prix de l'énergie artificiellement bas, ce qui a fait en sorte que ce n'était pas rentable pour CNPC de produire cette ressource-là à ce moment-là. En fait, aujourd'hui, la production de gaz naturel conventionnel, par exemple, aujourd'hui, en fait, c'est aussi la production de gaz naturel conventionnel qui a plafonné. Et maintenant, à peu près toute la hausse dans le pays provient de gaz de schiste ou de gaz de couche, qui est un gaz qui est utilisé de la production de charbon. Et finalement, pour le secteur du raffinage, lui aussi augmente de manière assez stable, quoique à un rythme beaucoup moins élevé que le gaz naturel. Aujourd'hui, CNPC a une capacité de raffinage d'environ 3 780 000 barils par jour, ce qui est très impressionnant lorsqu'on considère qu'avant 1998, CNPC possédait aucune raffinerie. On constate aussi qu'au cours des 5 dernières années, le raffinage outre-mer a pris des proportions beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représente environ 22% de tout son raffinage dans le monde. Ce que nous disent ces graphiques, en gros, c'est qu'aujourd'hui, premièrement, l'expansion internationale est devenue une des voies les plus employées par CNPC, mais aussi, c'est devenu une de ses seules manières de croître, notamment à cause de sa production de pétrole. La plupart des gisements de pétrole en Chine ont atteint un seuil de déplétion en fait, qui est trop important. La compagnie arrive à peine à renouveler ses puits et est donc obligée de se rendre à l'international. Donc, pour ce qui est international, au travers de mon analyse, j'ai pu mettre en lumière 5 périodes d'investissement marquées par des stratégies largement différentes.
Donc la première période, de 1992 à 1997, c'est une période d'expérimentation pour CNPC qui a investi environ 65 millions de dollars dans 7 projets un peu partout dans le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'expansion initiale s'effectue sans l'accord du gouvernement. En fait, le gouvernement prend seulement en 1995 que CNPC a commencé à faire des acquisitions à l'étranger et à ce moment-là, met en place un système de permis qui est tellement complexe qu'il n'y a plus aucun investissement qui se fait en 1995 et 1996. Il y a des changements un peu au sein du gouvernement et finalement en 1997, le gouvernement revient sur sa décision et commence à voir le potentiel des investissements à l'étranger et commence à appuyer CNPC dans ses investissements. Donc comme on peut voir sur le tableau du haut, le nombre d'investissements n'a pas beaucoup augmenté, mais leur valeur elle, est beaucoup plus importante. Donc les principaux projets dans lesquels CNPC va s'investir à ce moment-là vont surtout être au Kazakhstan et au Soudan, qui sont des pays où la plupart des autres pays, des autres entreprises pétrolières, ne voulaient pas se rendre, justement parce que c'est des pays voyous. Le Soudan, à cette époque-là, était à l'aube d'une grosse guerre civile. Donc ça a beaucoup, c'est beaucoup sorti dans les médias que la compagnie de cette année-là, mais c'était surtout parce qu'aucune autre compagnie voulait faire affaire avec eux. Donc ensuite, entre 1998 et 2001, les investissements arrêtent presque complètement à cause des changements organisationnels dans la compagnie. C'est à ce moment-là qu'il y a l'échange d'actifs qui se fait entre CNPC et Sinopec. C'est aussi à ce moment-là que la Chine va entrer dans l'OMC. Donc, avec l'entrée dans l'OMC, ça veut dire que les entreprises étrangères peuvent venir faire affaire en Chine. Donc, entre 1998 et 2001, les entreprises pétrolières chinoises préfèrent vraiment consolider leur présence en Chine plutôt que de prendre de l'expansion à l'étranger. Puis finalement, après l'entrée dans l'OMC, les investissements à l'étranger explosent. On voit qu'à partir de ce moment-là, CNPC commence à investir dans beaucoup de régions du monde plutôt que juste en Asie centrale et en Afrique. Par contre, lorsqu'on regarde la valeur de l'investissement, c'est vraiment très, très majoritairement en Asie centrale et dans des pays limitrophes de la Chine. C'est seulement en fait à partir de 2008 que la compagnie va vraiment commencer à effectuer des investissements massifs ailleurs que dans cette région. On voit qu'il est rendu là, en fait, elle va effectuer 70 investissements d'une valeur moyenne de 70 milliards de dollars. De 1 milliard de dollars chaque année. Donc, vraiment aujourd'hui, CNPC est une entreprise internationale au même stade que les autres. Elle est maintenant très, très importante. Donc, si on regarde géographiquement, il y a deux choses qui sont intéressantes ici. Tout d'abord, où l'entreprise est, c'est-à-dire en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, surtout dans la ceinture du Sahel, au Moyen-Orient, dans la région Pacifique et en Asie centrale. L'autre élément intéressant, c'est de voir où elle est pas. On voit en fait que dans la plupart des pays occidentaux, CNPC a presque aucune présence. Donc, les États-Unis sont en bleu, mais en fait, c'est seulement ils ont rempli un contrat d'une valeur de quelques millions de dollars qui n'est pas vraiment significatif. Et sinon, pour toute l'Europe, les deux seuls endroits où ils ont investi, c'est dans 2 raffineries, une en Écosse et une en France. Donc, cette situation-là s'explique par le fait que pendant longtemps, son application en Iran et au Soudan, ils ont bloqué beaucoup de portes. Par contre, l'autre élément, c'est la peur du géant chinois qui vient voler les ressources, qui a créé beaucoup, en fait, à chaque fois qu'une entreprise chinoise se rend à l'étranger, il y a une levée de bouclier immédiate, comme on a pu le voir en fait au Canada récemment avec une acquisition d'une grosse compagnie pétrolière, et aux États-Unis, même chose. Donc, ça a aussi créé beaucoup de problèmes pour la compagnie pour qu'elle puisse prendre l'expansion. Donc maintenant, pour la dernière partie, la destination de la production internationale. Tout d'abord, pour le pétrole, on constate que les quantités varient, mais en comparant le niveau de production de CNPC à la quantité de pétrole importée par la Chine pour tous les pays où elle est présente, on constate qu'au moins 43,74% de la production pétrolière de CNPC est vendue à l'international. C'est toutefois un chiffre qui est assez conservateur et qui cache certaines réalités, parce qu'en fait, on sait que dans beaucoup de pays où elle est présente, elle va vendre la majorité de sa production à l'intérieur. Donc, 43%, c'est vraiment un minimum qui est impossible qu'elle vende en Chine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, probablement, en fait, la majorité de ses ressources produites à l'étranger restent sur les marchés internationaux. Donc, sa seule raison d'être à l'étranger, c'est pas seulement d'envoyer des ressources en Chine. Du côté du gaz naturel, la situation est un peu différente. Donc, on peut voir le total qui serait vendu sur les marchés internationaux serait seulement de 27%.
Et c'est un chiffre qui cache en fait certaines réalités, dont le fait que cette année, en fait, il va y avoir un gazoduc qui va être complété avec entre le Kazakhstan et la Chine, qui va faire en sorte que les 63 000 barils d'équivalent pétrole par jour produits par la Chine vont retourner vers la Chine. Donc, le 27% va plus passer à un 5 ou 10%. Donc, cette différence dans la proportion s'explique par le fait que, en fait, le secteur des gaz naturels de CNPC n'est pas encore rendu au même stade que son secteur pétrolier. Pour le pétrole, elle est rendue à l'étape de l'expansion autonome. Elle a développé des grands projets en Asie centrale et en Afrique. Elle a construit des oléoducs pour amener les ressources en Chine. Elle a développé son expertise et sa réputation en créant des co-entreprises avec des entreprises internationales. Et elle s'est développée une niche dans le domaine de la réhabilitation des gisements en cours de déplétion. Pour le gaz naturel, elle n'a aucune expertise. Elle se contente de participer à des grands projets internationaux. Sa manière de s'impliquer dans ces grands projets-là, elle est double. Premièrement, elle arrive avec de l'argent. Et deuxièmement, elle arrive avec un marché. Donc, les entreprises viennent voir CNPC afin d'avoir quelqu'un qui connaît bien le marché chinois. Et c'est de cette manière-là qu'il a réussi à se créer une expertise du côté du gaz naturel. Donc, si on veut, le fait que la majorité de ces ressources de gaz naturel se rendent vers la Chine est plus un symptôme du fait qu'elle est nouvelle, plutôt que vraiment une volonté de sa part d'aller chercher des ressources à l'étranger. En conclusion, on peut voir que CNPC est intégrée aux marchés internationaux, qu'elle a développé une chaîne logistique internationale, qui recherche d'abord à faire des profits, mais qu'indirectement, elle réussit aussi à satisfaire l'approvisionnement de la Chine et à le sécuriser.